Monsieur le ministre, moi-même avec nous rencontrés il y a de cela quelques années lors des présidents de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. À cette époque, moi j'étais vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie et nous passons plusieurs années pour nous collaborer. Moi j'étais dans les palais de Rouen avant comme ambassadeur de carrière, comme homme d'affaires qui était dans le tourisme et il y a des qualités que la société a de reconnaître. Patriote intègre, honnête, franc et sincère. Cependant, dans la collaboration que nous avons avec vous, nous avons découvert un monde qui était intraitable, son série de principes, son série de valeurs. C'est que vous êtes très très sévère et strict sur toute question qui était à voir avec la méthodologie, avec le processus. Et en fait, c'est peut-être ça d'ailleurs que moi-même, au-delà de toute angoisse, toute peur, tout questionnement, toute interrogation qui vient, expérience que je fais avec vous, permettre de conclure que vous ne pouvez pas rentrer dans n'importe quel bagaille. Permettre de conclure que vous ne pouvez pas rentrer dans un bagaille qui va gagner pied ni tête. Permettre de conclure que vous avez une feuille de route que vous avez respectée et vous ne pouvez pas faire un bagaille qui penche au bon. Cependant, il y a un problème évident de communication. Il y a un problème évident de communication qui fait que nos assemblées politiques, même à ça, là, pour que des députés de toute tendance qui manifestaient un inconfort. Et inconfort passe de l'autre côté que ces gens ont fait processus de recrutement. Monsieur le ministre de la Défense, je me pose 4 questions, je me demande 4 garanties et je permets de faire une proposition. 4 questions que je viens. Première, c'est que très souvent la presse, en plus d'un collègue répété, il parle dans l'armée 500 personnes. Moi, je vais confirmer qu'effectivement, l'armée que nous avons fait, c'est 500 personnes à pied. Est-ce que son unité militaire d'infanterie, et dans 500 personnes, est-ce que c'est vrai qu'il y a bien 100 femmes? Et si oui, pour qui ça c'est 100 femmes sur 500 que nous choisissons? Ça, c'est la première question, une question très précise et spécifique. Deuxième question, c'est sur le personnel encadrement, l'armée. Nous parlons en pile de questions regardées. Moi-même, dans la recherche que je fais, dans la réflexion que je fais, c'est que l'étape de bon ton, l'étape indiquée, l'étape appropriée, c'est que nous faisons un vetting auprès de tout haut gradé qui vivant et qui prête nous servir, de telle sorte que, bon côté écrivé, pour nous monter au état-major, pour nous respecter le processus légal. Est-ce que vous gagnez, monsieur le ministre, un timing pour arriver là? Et encore plus, est-ce que vous avez une stratégie? Est-ce que vous avez un vetting? Est-ce que vous avez un canal de communication qui est ouvert entre vous-même, entre mon cap et Doyo, avec les hauts gradés de l'armée pour nous assurer que bon côté écrivé, nous sommes capables de un haut état-major qui pour encadrer, nous sommes capables de dire, si monsieur, en Bolivie, l'armée a été démobilisée en 1952. Bolivie nous reprend en 1964. Je pense que des leçons capables de tirer de l'expérience, puisqu'au fond, tu es converti et au état-major là, où ça t'est arrêté, tu es pendant tout le temps que l'armée n'a pas existé, ou bien tu es démobilisé, et bien tu es aider la Bolivie à reconstruire l'armée là. Donc, nous avons souligné, fait historique ça. Attention, monsieur le ministre. Ensuite, troisième question que j'ai, est-ce que commission que vous parlez de l'IA, qui a 3 membres à sa tête, qui va responsable militaire démobilisé, est-ce que lui-même il a un rôle que le bras jouer justement dans le vetting, mais dans le contact qu'il va le faire avec anciens militaires, anciens hauts gradés, parmi les postulants ou les possibles nominés pour venir intégrer un nouvel état-major? Ça, c'est la troisième question. Quatrième et dernière question. Semaine, ça, c'est une semaine qui est riche en débat de la Chambre des députés. Bon débat sur la question budget de la République. Nous connaissons que besoin est énorme et malheureusement ressources limitées. En général, c'est 2% du produit national brut qui est recommandé pour l'armée. Mais en même temps, il y a une expérience qui est intéressante. Pour le Nicaragua, nous connaissons que son pays a un budget similaire au nôtre.
et qui est 0,7% du budget alloué à l'armée, il y a une armée 14 000 personnes. Donc, en quelque part, question financière là, c'est important. C'est important pour nous connaître quel type de l'armée nous avons gagné, mais c'est surtout important pour nous connaître dans le plan qu'on gagne, on parle de 5 000 à 6 000 personnes. Est-ce que gagner un objectif à moyen et à long terme de combien l'armée ça va coûter? Quel sera le coût de cette armée dans le budget de la République, de telle sorte que les honorables députés ici présents capables d'évaluer le sacrifice que nous allons faire pour que l'armée ça nous remette le sous-pied. Donc voilà, c'est ça qui est 4 questions. Naturellement, et 4 garanties que je demande, certainement, on est capable de même parce que pour l'histoire et la vérité, moi-même, pour la relation que nous gagnons, pour franchise, qui est toujours caractérisée la relation que nous gagnons avec vous, il y a 4 bagages dans le monde. Qui garantit, monsieur le ministre, ou capable de nous, que nouvelle force, l'armée, ça, pas entrer dans la question politique? Qui garantit qu'au capable nous, que le pas fait abus sur la population civile? Qui garantit qu'au capable nous, que les pas impliqués dans l'activité criminelle? On a parlé de drogue, de kidnapping avec l'autre forme de criminalité. Et finalement, qui garantit que nous avons bien, monsieur le ministre, que le pas un instrument ou instrumentalisé par un pouvoir politique? C'est 4 garanties que nous avons aimé que devant la société, devant le pays, devant l'Assemblée, devant le bureau, devant le commissaire, ou t'apprendre devant nous. Et m'a conclu par une recommandation, une suggestion. Député Ficheri se font intervention magistrale, côté elle dit que question de l'armée va concerner seulement le ministère de la Défense. Mais là, plus loin, il dit qu'il concerner plus de monde. Député Lochal dit même bagaille. En pile député Sinal, député Gerda, et il y a raison. Ça veut dire que non seulement le Parlement va se sentir impliqué, mais que le secteur de la société n'a pas senti impliqué tout. Donc même si nous nous sentons mal à l'aise et inconfortables au niveau de la Chambre des députés, moi supposé, moi certain que il y a des secteurs dans la société qui sont exclus dans le processus qui concerne les sociétés. Recommandation que nous avons fait. Est-ce que nous sommes capables de penser à un comité élargi, comité ad hoc dans le Sahel, mais qui réunit un petit peu comme l'a fait l'Allemagne en 1955, lorsqu'ils devaient reconstruire leur armée? Est-ce que nous pas qu'à gagner un comité de 38 membres qui ait des éléments respectables de la société civile, qui ait des anciens militaires, qui ait des professeurs, des syndicalistes, des paysans, des entrepreneurs et des parlementaires? On a toujours réservé le droit pour un contrôle, oui, sur l'exécutif là. Mais quand même, un comité comme ça, aussi important que lié, c'est important pour les parlementaires qui participent là-dedans. Si ça t'a fait, monsieur le ministre de la Défense, je pense que ça t'a dissipé un pile problème. Ça t'a résoudre un pile bagaille. Et je pense que ça t'a facilité la tâche. Ça t'a facilité la tâche parce que ça devient pas facile et nous reconnaître que c'est extrêmement important pour que le Parlement accompagne. Parce que du Parlement, il faut qu'il y ait plus d'éclairage, certainement sur ce qui se passe au niveau du ministère de la Défense sur le recrutement, mais il faut qu'il y ait véritablement dans la société un partenariat pour vous accompagner, monsieur le ministre, dans cette tâche historique qui est celle de reconstituer une armée qui ne sera pas un danger à la démocratie, qui ne sera pas un danger pour le pouvoir civil, qui ne sera pas un danger pour la population et qui restera dans ces casernes pour se confiner aux nouvelles responsabilités que nous lui aurons données, nous, signifiant la société haïtienne, y compris le Parlement. Ceci dit, monsieur le ministre, pour avoir travaillé et collaboré avec vous, je vous connais comme un homme de foi et d'avenir et de passion. Je vous souhaite bonne chance en espérant que les recommandations que je vous ai faites, vous en tiendrez bon compte. Merci, bon courage et bonne chance. La troisième intervention concerne celle du député de Pétionville, mon ami Djeri Tardieu, et qui, comme d'habitude, est d'une limpidité et qui demande qu'on s'y attarde sur chacun de ces points. Il a parlé d'abord de la communication. Effectivement,
Il y a eu un travail qui a été fait de communication, mais peut-être qu'il y a lieu, quand on écrivait le livre blanc, mais il y a lieu de rafraîchir les mémoires. Et l'autre jour, nous nous sommes rendus à Washington pour voir l'institution qui nous a aidés dans l'élaboration de ce livre blanc, pour leur demander de participer avec nous dans une seconde phase, qui est la phase d'implémentation des recommandations du livre blanc, où le problème de communication est clé, parce que nous croyons sincèrement qu'il faut une large participation des collectivités, aussi bien de la capitale que des provinces. Il a parlé de la société d'une manière générale et de ses relations amouriennes, ce qui est vrai. Amour, parce que si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que les va-nu-pieds alliés aux nouveaux libres, aux anciens libres, se sont mis ensemble pour nous donner cette armée indigène qui est la base, le soubassement même de la société dans laquelle nous vivons. Et en d'autres termes, l'institution militaire représente une partie intégrante de l'âme haïtienne. Je crois cette partie saine, c'est cette partie saine à laquelle je me réfère toujours, et c'est elle qui va nous servir de boussole, en dépit du fait que très souvent on entend des étrangers qu'on n'a pas besoin d'une armée, et je me mettrai toujours en cap pour défendre ce côté sec de cette institution militaire. À parler, les 4 questions soulevées concernent d'abord l'effectif, les 500 membres. Les 500 membres, c'était une proposition. Compte tenu de nos contraintes budgétaires, j'avais proposé au gouvernement, parce que j'estimais qu'avec 500 hommes-femmes, qu'on pourrait commencer un début, mais il n'est nullement question que l'institution s'arrêterait à 500 membres. Nous avons dit, nous avons proposé qu'en support à la PNH, nous estimons que l'institution militaire devrait être au moins, dans son objectif final, atteindre entre 3 000 à 500, 3 000 à 5 000 membres composés d'hommes et de femmes. Évidemment, cela ne peut pas se faire du jour au lendemain. Nous devons tenir compte des contraintes budgétaires et planifier, faire des propositions, faire des projections en fonction des disponibilités, des prévisions économiques du pays, pour que, au moins, nous puissions répondre convenablement, et cela rejoint le point 4 de cette intervention, qui parle de 2 à 3% du budget en général du pays. La Belgique, c'est un budget de 3%. Peut-être que si on veut donner une impulsion et à l'institution, peut-être qu'à certains moments, on peut penser à un budget un peu plus élevé, quitte à atteindre un rythme raisonnable comparable aux autres pays. Nous sommes conscients que nous ne pouvons pas penser à l'instauration d'une institution militaire sans ce personnel et l'encadrement qui est constitué de haut état-major et de commandant en chef. Cependant, nous avons bien dit que l'institution est restée sevrée de commandement pendant 22 ans et que pour instaurer un haut commandement, cela doit prendre du temps et que nous travaillons avec l'exécutif pour l'élaboration et la mise sur pied de cette structure que nous souhaitons être provisoire, justement pour lui permettre de prendre le temps de s'instaurer et d'avancer de manière sûre et certaine. Donc nous y travaillons sérieusement. Nous avons, les critères sont établis. Nous sommes en train de travailler sur des listes. Mais il faut bien se rendre compte que au cours des 22 ans,
beaucoup d'officiers ont atteint un âge où ils ne peuvent plus servir. Donc, il y a beaucoup de problèmes qui doivent être répondus et résolus. De toute façon, mettez-vous bien en tête que ce n'est pas du jour au lendemain que nous pouvons instaurer une institution militaire. Cependant, ce sont les premiers pas que nous voulons mettre sur pied et au fur et à mesure, même avec 100, même avec 200. Et d'ailleurs, ce qui donne encore une justification qu'avec 200 hommes, notre effectif, nous sommes capables au moins de préparer un petit peu l'avenir de cette institution. Mais imaginez que si nous avions un état-major qui dirigeait 200 hommes, ce serait quelque chose qui ferait rire le monde. Donc il faut qu'on puisse progressivement intégrer cela. Et c'est ce que nous sommes en train de faire d'ailleurs avec les gradués de l'Équateur qui sont au nombre de 150 et qui sont très actifs parce que nous avons l'encadrement qu'il faut au ministère. On a parlé également des garanties. Oui, dans les critères que nous avons proposés, nous ne voulons pas justement de membres, de cadres de ces forces armées qui aient été mêlés à la politique. Parce que nous pensons justement qu'elle doit être, cette institution doit être apolitique. Pas d'abus. Je crois que l'institution militaire présente un avantage énorme, c'est que c'est une institution qui est basée sur la discipline et des structures de contrôle qui permettent de corriger les écarts. Aucune organisation humaine n'est à l'abri de certains écarts, mais plus on met de balises, on peut les protéger. Je crois que cette institution devrait être pourvue d'une cour martiale pour pouvoir corriger des dérives tout en la maintenant éloignée justement des activités politiques. De même que le vetting, encore une fois, doit éviter que les membres qui auraient été mêlés dans des activités criminelles soient écartés de l'institution. Et nous devons croire, moi j'y crois, je crois dans l'avenir politique de ce pays, je crois dans l'avenir de ce pays et que les institutions devraient être pour fortifier plutôt la démocratie au lieu d'être des instruments au service d'un homme pour pouvoir, qui vont justement les instrumentaliser à leur service. Je crois que ce passé-là est derrière nous. Moi, je crois dans la démocratie. Je crois que vous êtes les forgerons de la démocratie. Donc, si je suis ici en train de vous convaincre de la justesse de l'institution militaire, c'est parce que, justement, je crois dans la démocratie. Il a proposé un comité élargi. C'est une préoccupation qui nous a touchés et je crois que nous en avons parlé en haut lieu. On verra quelle suite qui sera donnée.